Bonjour à tous. Bienvenue à cette session d'échange. Je m'appelle Ousmane Diaye, je suis journaliste, rédacteur en chef Afrique à TV5. Je vais modérer cette session qui durera environ 1h30. Dans un premier temps, on donnera la parole à chacun de nos intervenants pour une première prise de parole. Après, on va vous laisser la parole pour des questions, des remarques et un échange. Alors, avec nous, à ma droite, on a Binta Sidibé-Gascon. Binta est vice-présidente de l'Observatoire Kissal, qui est une organisation société civile qui s'intéresse notamment aux questions communautaires. Je ne dis pas question Peul, je dis question communautaire volontairement, et je vous laisserai le soin d'expliquer. Nyagale Bakayoko, qui est politologue, présidente de l'African Security, un réseau de chercheurs sur les questions de sécurité, défense. Elle est spécialiste, vous la connaissez sans doute, elle intervient dans beaucoup de forums, de tribunes sur les questions de défense, paix, sécurité. Et puis j'ai avec moi aussi Drissa Traoré. Drissa est chargé de programme senior au niveau de la FIDH. La FIDH, c'est la Fédération internationale des droits de l'homme, qui est une organisation de défense des droits de l'homme internationale qui regroupe une bonne partie des associations nationales. Et puis, j'ai avec nous notre ami, Akled, c'est ça? J'ai pas Akled. Akled, je te laisserai présenter parce que j'ai pas Akled. D'accord. Il y a Akled et Akled. D'accord. Je vous laisserai le présenter dans le détail parce que j'ai pas eu dans le programme originel. Donc je vous laisserai, avant de faire votre intervention, présenter plus largement Akled et qu'est-ce que vous faites. Alors pour commencer, je vais donner la parole à Binta. Le thème qui nous réunit, les clichés. Il me semble que, vu votre position et les questions que vous brassez, vous avez un point de vue assez original dans la question du cliché ou des clichés dans le conflit, parce que Kissal fait face à un certain nombre de problèmes, dont notamment ce qu'on appelle la question, entre guillemets, Peul, djihadisme, qui est à la base quand même beaucoup question de clichés et de perception, et surtout d'amalgame. Le micro marche, tu n'as pas besoin de... Merci Ousmane. Oui, effectivement, les amalgames sur la question Peul et tout, mais je pense que la question Peul, il est très important de la traiter sous un angle de défense des droits humains. Je pense, juste, excuse-moi, préciser déjà, Peul, quoi. D'accord. Si vous pouvez préciser où ils vivent, donc, déjà dans quelle région. présenter l'Observatoire Kissal, on est une ONG de défense des droits humains au Sahel, qui est partie vraiment au départ pour dénoncer les stigmates que vivaient les populations nomades, qui sont encore nomades ou qui sont sédentaires. Il se trouve que c'est essentiellement... on a quand même un recensement et des informations sur le terrain qui font remonter qu'il y a quand même un ciblage ethnique très ancré sur la population Peul. Mais ce qui ne veut pas dire que Kissal défend que la communauté Peul. Si on est saisi sur des sujets de défense de droits humains sur une autre communauté, bien sûr, on portera ce plaidoyer. Donc, au départ, vraiment, Kissal, c'était dans ce sens-là, vraiment pour alerter sur ce qui se passe au Sahel. Pendant longtemps, la question Peul a été très mal traitée. Dans le passé, on parlait de conflits agriculteurs-éleveurs, mais c'était toujours la communauté Peul qui ressortait vraiment la plus impactée. Et là, avec l'avènement de la lutte antiterroriste que vous connaissez tous, qui est en train de se passer au Sahel, la cible est vraiment restée la même. Je tiens vraiment à préciser que oui, la population, la communauté Peul paye un lourd tribut, mais j'irais même au-delà, c'est vraiment les civils qui payent un lourd tribut aujourd'hui au Sahel, que ça soit par les groupes armés qui s'en prennent beaucoup aux civils, que ça soit même
les armées de nos pays sahéliens, c'est-à-dire au Burkina, Mali, Niger. Et donc c'était dans ce sens-là la question, Ousmane? La question, c'est vous, en tant qu'acteur de la société civile qui intervient pour protéger une communauté qui est victime des clichés, comment percevez-vous le rôle du cliché ou des clichés dans le conflit ou dans les conflits? Le cliché est présent, mais je pense que le cliché, il est très instrumentalisé aussi. Il faut... Quand vous dites le cliché est présent, pour non public, c'est quel type de cliché, par exemple? Un exemple. C'est les délits de faciès, c'est de dire que... Peul égale djihadiste, par exemple. Que les peuls égale djihadistes. Je ne voulais pas utiliser ce mot-là. Oui, mais ce n'est pas le nom, c'est juste pour qu'il est compliqué. Voilà, les peuls... Ce n'est pas ce qu'elle pense. Hein. Les peuls sont des terroristes. Il faut se débarrasser des peuls. Dès le début, on a vraiment tiré sur la sonnette d'alarme de rapprocher ça même à un autre exemple. C'est très délicat hein, de comparer des douleurs, mais des fois, il faut rapprocher aussi pour que ça permette aux gens de renvoyer vers quelque chose qui a déjà été vécu. Je vous renvoie vers ce qui s'est passé au Rwanda, sur les Tutsis, le fait de choisir les Tutsis et de vouloir s'en débarrasser. Alors, les Tutsis, je fais un point, j'explique. Il y a un pays en Afrique centrale qui s'appelle le Rwanda. Il y a deux groupes ethniques, les Tutsis qui sont souvent des éleveurs et les Hutus qui sont souvent des agriculteurs. Et ça a créé un conflit qui est basé sur beaucoup d'accusations qui sont des clichés. Par exemple, un des clichés au Rwanda, c'est Hutu égale voilà, gros, moche, etc. Et puis Tutsi, né fin, c'est des gens intelligents, chez des gens comme celui. Et en fait, ce cliché-là, pour vous dire quand même que c'est grave ce dont on parle, au fil des années, ce cliché a abouti à un crime qui est absolument innommable, c'est un génocide. C'est quoi un génocide? C'est qu'une partie de la population a voulu exterminer toute l'autre partie. C'est-à-dire les Hutus ont voulu tuer tous les Tutsis du Rwanda, jusqu'au bébé. C'est ça, excuse-moi, juste pour faire oui, bien une explication de texte à nos jeunes amis lycéens. D'accord. Je laisse reprendre. Donc là, la précision que Ousmane a fait est très importante. Hein. Si on utilise la notion de génocide, c'est vraiment pour choquer, interpeller. Aujourd'hui, au Sahel, c'est plus un ciblage. On cible des personnes par rapport à leurs traits, par rapport à leur comportement, et on décide de les exécuter pour faire du chiffre. Donc c'est, je dirais plus un ciblage ethnique plutôt au Sahel. Donc voilà, c'est un des gros travaux que Kissal fait, qu'on met vraiment sur la question des défenses, de la protection des civils globalement. Et je le reprécise encore, parce qu'on a tendance à dire que l'Observatoire Kissal plaide que pour la communauté Peul. Non, on ne plaide pas que pour la communauté Peul. Pour toute communauté qui nous saisirait, qui vit les mêmes stigmates, ciblages, on fera le même plaidoyer. Merci. Je reviendrai sur en quoi consiste vos plaidoyers avec des exemples, mais je donnerai la parole à Niagalé qui est politiste. Est-ce que pour poser, en tout cas pour permettre à nos jeunes amis lycéens de comprendre, est-ce que vous pouvez redéfinir les termes? Qu'est-ce qu'un cliché? Qu'est-ce qu'une ethnie? Et donner 2 ou 3 exemples où, dans des conflits africains, où la question de l'ethnicité, donc du cliché, du biais, joue un rôle prépondérant. Merci beaucoup Ousmane, merci à tous d'être là. En réalité, donc, le thème de cet atelier, les engagés pour la paix, cherche à vous montrer quelles sont les réalités auxquelles on est confronté en fonction de nos différents métiers, parce qu'on a tous des métiers différents qu'on va essayer de vous présenter aussi. Et la question notamment identitaire
de la lutte contre les instrumentalisations auxquelles donne lieu le fait d'être né au sein d'une certaine communauté, d'avoir une certaine apparence physique ou encore d'avoir des traditions vestimentaires, alimentaires. Et aujourd'hui, l'un des principaux ressorts manipulés par les différents acteurs de conflit, particulièrement dans la zone sahélienne, où on travaille pour la plupart, mais aussi en Afrique centrale, aussi en Afrique de l'Est. On va se concentrer plutôt sur les zones qu'on connaît mieux. Mais on s'aperçoit que ce ressort communautaire fait souvent partie des dynamiques contre lesquelles il est le plus difficile de lutter. Alors vous devez entendre très souvent, l'Afrique, c'est un continent où les conflits sont ethniques. Non, ce n'est pas le seul lieu où l'origine permet de mettre en opposition d'abord, puis après en conflit, certaines communautés. On l'a vu, vous le savez très bien, sur le continent européen de manière dramatique, avec le plus grave génocide de l'histoire. Il faut savoir que le génocide rwandais auquel a fait référence Ousmane est l'un des plus graves qui s'est produit dans le monde. Il y a eu 1 million de morts, entre 900 000 et 1 million de morts, massacrés en quelques jours, grâce notamment à des instruments médiatiques qui ont été mobilisés, notamment une radio qui s'appelait Radio 1000 Collines, pour appeler au meurtre de tous les membres, en effet, de la communauté Hutu. Alors, qu'est-ce qu'une ethnie ? Moi, j'évite souvent d'employer ce terme à titre personnel. Je parle davantage de communauté, mais il faut savoir qu'il y a en effet en Afrique des groupes qui sont restés très homogènes, à la fois parce qu'il y a en Afrique des dynamiques qui relèvent d'une logique de caste. Quand on vous dit caste, on pense très souvent à l'Inde. En réalité, non. Les sociétés africaines sont souvent très hiérarchisées et très cloisonnées, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction ou de relations cordiales ou d'échanges entre les communautés. Elles ne sont pas polarisées, mais en tout cas, il y a des modes de vie, des métiers, on parlait de celui d'agriculteur ou de celui d'éleveur, qui se sont perpétués à travers les siècles, en fait. Et donc, c'est un élément qui est très important. Et évidemment, comme je vous parle de cette mobilisation à travers les siècles, il y a eu forcément des épisodes historiques douloureux, des confrontations. Et on est aujourd'hui dans un cadre de conflit où on voit que ces dynamiques sont réactivées, en fait. Et à travers, comme le dit Ousmane, le recours à des caricatures, souvent, de l'autre, qui sont y compris ciblées sur la base de la couleur des vêtements qu'ils portent. Le bleu est une couleur propre, notamment traditionnellement à la tenue portée par les membres de la communauté Peulh. Merci Niagalé. Alors, comme c'est un atelier, je fais toujours des petites explications de contexte pour que vous compreniez. Donc là, on a d'abord le point de vue d'une actrice, si je puis dire, de terrain, qui s'est engagée pour défendre une communauté, donc engager une forme d'engagement pour la paix. Là, on vient d'avoir Niagalé, qui est chercheuse et politologue, donc une autre forme d'engagement par la recherche. Et là, on va donner la parole à Drissa, qui est une autre forme d'engagement, parce qu'il est militant, défenseur des droits de l'homme dans son pays, le Mali, où vous savez que le Mali est en situation de conflit, et il le fait d'abord à travers une organisation de son propre pays, une organisation nationale, et puis une fédération d'organisations internationales qui s'appelle la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc je vais donner la parole à Drissa. Drissa est le responsable donc Sahel de cette organisation, pour à la fois nous dire
qu'au cœur des conflits, comment il situe son engagement et quelle est la perception des conflits en termes de clichés, en termes de représentation, en termes de communauté, c'est-à-dire les concepts que Niagale vient de développer. Vous avez un micro? Je crois que vous l'avez à côté, non Non, allez-y. Bien, merci beaucoup. Je me réjouis de discuter avec vous sur ces questions. Bon, peut-être je me ferai le devoir de ne pas rentrer dans les lexiques et de me concentrer un peu sur mon champ. Et effectivement, je suis un défenseur des droits humains malien. Je couvre le Sahel à partir d'Abidjan, notamment le Niger, le Mali, le Burkina, le Tchad et la Mauritanie, au compte de la Fédération internationale pour les droits humains qui a son siège à Paris. Mais je suis basé en Afrique. Et effectivement, dans le contexte des conflits, le rôle des ONG et des organisations de défense des droits de l'homme est primordial. Et en ce sens que nous sommes considérés comme des primo-intervenants parce que nous intervenons souvent à des moments où l'État n'est pas présent, à des moments où les capacités de l'État ont été affaiblies. Et lorsque l'État n'est pas présent, on se substitue de facto à l'État en apportant de l'assistance effectivement aux communautés et aux victimes des violations qui se commettent dans le contexte de ces conflits. Et dans notre travail d'assistance et de soutien aux victimes, on ne fait pas de distinction entre communautés. Et bien sûr, dans l'analyse, nous tenons compte aussi des dimensions amalgames, clichés et de discrimination. Étant donné que malheureusement, il se trouve que dans plusieurs conflits, pas seulement qu'en Afrique, même ailleurs, il y a parfois des ciblages qui se font, il y a souvent des amalgames qui se créent, et souvent ces amalgames et des ciblages constituent des causes des violations des droits de l'homme. Et nous, quand nous documentons, quand nous faisons nos enquêtes, nous ne tenons pas compte en fait, nous restons à équidistance des différentes parties au conflit. Et nous ne prenons pas fait et cause pour une partie en particulier, mais nous faisons ce travail de façon objective. C'est ce qui fait qu'on peut être accepté, malgré que un défenseur, il est très difficile qu'il soit accepté parce qu'il gêne. Il gêne parce que quand il fait ses enquêtes, quand il fait ses publications, il tient compte que les valeurs qu'incarnent les droits humains. Donc le rôle de nos organisations dans le contexte des conflits, il est primordial. Et comme je l'ai dit tantôt, ça commence par tout ce qui est suivi, monitoring, et ensuite l'assistance judiciaire et juridique aux victimes qui est couplée à une assistance psychologique. Et parlant de l'assistance psychologique, peut-être je vais vous serez étonné, en Afrique, ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme important. Et cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Il y a le fatalisme, mais aussi le poids de la religion, qui fait que quand quelque chose arrive à une victime, elle peut se dire que oui, je me remets à Dieu. Et vouloir aussi apporter une assistance psychologique à une victime, parfois c'est même aussi stigmatisant, parce que la personne va effectivement estimer que vous la prenez pour quelqu'un qui est débile, excusez-moi du terme. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point le travail d'assistance il est difficile. Il est difficile aussi de dire que nous avons la possibilité d'apporter toutes ces assistances aux victimes sans les efforts des États, les États qui sont les premiers responsables dans le cadre de la sécurité humaine des populations. Donc là, je n'ai pas voulu rentrer dans les définitions, voilà, parce que c'est pas... Voilà. Merci. C'est très bien. Alors, je vais donner la parole à notre quatrième invité, François Richer, qui est directeur sécurité et sûreté d'Acted. Alors, je pense que Acted, c'est celui que je n'ai pas présenté. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter aux participants de cet atelier, c'est quoi Acted, qu'est-ce que vous faites, et après venir de façon précise sur vos actions en termes de stratégie que vous entreprenez comme forme d'engagement pour la paix. Merci Ousmane. Alors, pour présenter Acted, donc on est également une ONG. On est une ONG un peu plus généraliste que des ONG sur les défenses des droits de l'homme qui viennent de vous être présentées. Donc, avec les droits de l'homme, on va vous parler de la défense des valeurs, du débat sur ce narratif qui est parfois imposé par les réseaux sociaux ou les médias sur des communautés et qui vont amener à de la stigmatisation
et à des formes plus graves qui peuvent aller jusqu'au génocide. Mon travail et le travail de nos employés sur le terrain est un peu plus simple. On va travailler sur les besoins de ces communautés, d'accord ? Donc, que ce soit des populations affectées par les violences, par les conflits ou par un affaissement des conditions socio-économiques, on va intervenir sur ce qu'on appelle le premier kilomètre. Donc, on va aller au plus près de ces communautés, sur des zones qui peuvent être assez difficiles d'accès, où il y a notamment, c'était mentionné, une disparition de l'État, pour apporter une réponse, ce qu'on appelle d'urgence, sur des formes non alimentaires, des populations déplacées par le conflit qui ont dû quitter avec quelques objets seulement qu'ils ont pu emporter. On va leur donner des couvertures, on va leur donner de quoi se faire manger. On va faire généralement aussi beaucoup de réponses sur la distribution alimentaire. On va également travailler sur l'accès à l'eau. Sur toute la région du Sahel, c'est un enjeu majeur et qui peut parfois justement être un facteur aggravant des conflits. Donc on va travailler avec les communautés pour créer un accès à l'eau, donc sur créer des puits ou des forages, et on va également créer des comités pour que ces communautés gèrent de manière systématique et durable ces forages et que ça puisse s'inscrire dans le temps également. On travaille sur d'autres services de base, on travaille sur l'éducation, on travaille sur la formation professionnelle. On a tout un panel d'actions qui est possible de faire. Pour ça, on dépend énormément de bailleurs institutionnels. On en parlera, je pense, peut-être des financements plus tard. Donc ça veut dire qu'on fait des appels à projets et ensuite les gens décident de nous soutenir ou non. Pardon, bailleur institutionnel. Oui, non, tu fais bien. Alors un bailleur institutionnel, pour être très concret, la région Normandie va être un bailleur. Ça va être les États, ça va être les collectivités qui, dans leur budget, vont décider d'allouer une certaine part de budget à l'aide humanitaire et à l'aide au développement. Pour le cadre de la région Normandie, par exemple, il a été décidé d'allouer une enveloppe de 50 000 € à Acted pour faire une réponse au niveau du Tchad sur les populations réfugiées suite à leur exil du Soudan. D'accord ? Ça va être donc la région Normandie, ça va être l'État français, ça va être des gouvernements, ça peut également être des organismes des Nations Unies, par exemple, ou d'autres agences de ce type. Pour ça, donc, du coup, on va essayer de définir les besoins. Donc, il faut qu'on ait un lien très, très fort, justement, avec ces communautés. Et ce qu'on essaie de faire également, c'est de pouvoir s'inscrire dans le temps afin de ne pas reproduire la même action encore et que les populations restent dans un besoin d'urgence, mais de s'inscrire dans une durée pour essayer soit de sortir des conséquences du conflit, ou soit par des efforts de médiation, mais là je me déférerai plus à mes partenaires des ONG des droits de l'homme, par des efforts de médiation et de conciliation pour essayer de diminuer les tensions dans les communautés. Merci. Toujours dans l'esprit, comme c'est un atelier jeunesse, je vais vous poser un dernier tour de table rapide et bref, parce que je pense qu'on parle à des jeunes, certains ont sans doute des vocations d'engagement, et le thème de la table ronde, c'est « Engager pour la paix ». J'aimerais que vous nous racontiez comment on en arrive à s'engager pour la paix, à en devenir un acteur et se lancer. Je ne sais pas qui voudrait commencer pour expliquer ce parcours. Binta, peut-être, comment vous êtes arrivé à vous engager, à être une engagée pour la paix au sein de l'Observatoire Kissal. Et d'ailleurs, ce serait bien de nous dire ce Kissal, ça signifie quoi? Il est déjà allumé, le micro. Alors, Kissal, ça signifie protection en peul. Donc, apporter la protection aux civils. Concernant l'engagement, je pense que chacun a au fond de soi ce qui le pousse à s'engager. Moi, je peux dire que c'est mon histoire personnelle, d'avoir cette chance de pouvoir être autant ici et autant là-bas, où une grande partie de ma famille continue à être présente. En parlant d'être ici, c'est une opportunité pour moi de pouvoir dire, de porter en fait la voix de ces personnes qui sont sur le terrain. Donc chacun, je pense que l'engagement vient de chacun, comment il le voit. Quand vous dites, pardon, être ici, pour qu'ils comprennent, c'est être en France. Être en France, et avoir votre pays, le Burkina Faso. Je viens du Burkina Faso. Je suis née au fin fond d'un village sahélien, au Burkina.
Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir voyager, d'avoir accès à ce que bon nombre d'autres Sahéliens aujourd'hui qui se trouvent sur le terrain n'ont pas. Et pour moi, je considère que ma contribution ou ma façon de renvoyer l'ascenseur, c'est justement de porter la voix de ces personnes qui sont encore restées au fin fond du village. Et encore plus quand aujourd'hui ces personnes sont des personnes déplacées, pour une grande majorité, ont dû quitter leur village parce que des groupes armés sont venus les chasser de leur village, parce que aussi l'armée de leur pays, par rapport à ce que je vous ai expliqué sur la stigmatisation, les considère comme des terroristes, des familles de terroristes, donc les chassent de leur village. Donc voilà, ce combat, c'est une partie de moi-même qui est restée de l'autre côté. D'accord. Peut-être Drissa, qui est à côté. Drissa, vous êtes engagé communément dans ce qu'on appelle défenseur des droits de l'homme. Je pense que c'est important de définir un peu ce terme en 2 mots, c'est parce qu'on en parle beaucoup. Et puis vous, quel a été votre parcours pour arriver à cette forme d'engagement? Est-ce que, comme Binta, c'est une vocation pour défendre un peu là d'où elle vient et faire le pont, ou bien est-ce que par vocation ou parce que par professionnalisme ou parce que vous étiez déjà un professionnel des droits de l'homme avant même cette forme d'engagement? Merci. Et d'abord, je dirais que pour moi, l'engagement, ce n'est pas une question de vocation, c'est plutôt être défenseur, c'est une question de conviction d'abord. Et je m'avais vous expliqué qu'est-ce que c'est qu'un défenseur et qui sont défenseurs, qui ne le sont pas, et quels sont les profils qui collaborent ou qui travaillent avec nous en tant que défenseurs. Et pour moi, un défenseur, c'est des personnes physiques qui s'engagent pour la protection et la promotion des droits humains. Et là, de façon large, on considère même les journalistes, nous considérons les chercheurs, et nous considérons les syndicalistes comme étant aussi des défenseurs. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est des personnes qui sont engagées, et chacun à son niveau, pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Donc ce n'est pas une vocation, malgré que moi je sois juriste, à la base j'ai une formation juriste, spécialisée sur les droits de l'homme et droit international humanitaire. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, je pouvais être... je ne sais pas, économiste, comptable quelque part, et dans nos mouvements, nous avons des enseignants, nous avons des économistes, nous avons des médecins, nous avons des psychologues, nous avons même même des mécaniciens, pour le dire. En fait, je ne stigmatise pas, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas une question de vocation, c'est plutôt une question d'engagement. Quand on partage des valeurs et des principes d'un métier, il faut s'engager. Et je suis salarié, je l'avoue, mais je me vois plus militant que salarié. Parce que dans notre domaine, on ne se limite pas à juste un exemple en disant oui, je travaille 8 heures par jour. Et je ne compte pas mes heures parce qu'au-delà de la question du salaire, je suis engagé aux côtés effectivement des communautés. Et ce qui fait que je ne compte pas mon temps de travail. Et c'est un travail qui contient beaucoup de risques, il faut le dire, parce que si je sors de cette salle, on va peut-être penser que voilà, on travaille de façon confortable. C'est au risque de sa vie. C'est au risque de sa vie parce que dans certains contextes, tu peux te retrouver en prison si tu as la chance. Si tu n'as pas la chance, on peut attenter à ta personne, tu peux mourir. Et tu peux être pris en otage. Exilé. Tu peux être exilé. Si tu as la chance, parce que ça c'est encore... Voilà. Parce que quand on est exilé, on est en vie. Quand on est en prison, on est en vie. Et on a des défenseurs qui ont été tués. Et d'autres n'ont pas eu la chance d'aller en exil ou se faire prisonnier. Donc ce sont les risques que nous rencontrons aussi dans notre domaine. Mais comme on le dit souvent, c'est un choix. C'est un choix. Et quel que soit le métier que nous choisissons, il faut le choisir. Avec ces risques. Et on a des femmes, on a des hommes, on a des jeunes, on a des personnes âgées, donc il n'y a pas de... Il me semble même que vous avez des lycéens. Oui, il y a des lycéens,
il y a des lycéens qui s'engagent parce que tout simplement, depuis les lycées, ils partagent ces idéaux. Et il y a des gens qui viennent faire des stages chez nous, qui quittent ici pour aller au Mali. J'ai reçu de 2013 à aujourd'hui des dizaines de stagiaires qui ont fait des écoles ici, mais qui voulaient se frotter à des réalités au-delà des considérations théoriques apprises dans les universités françaises. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point il est important de s'engager, parce que s'engager, c'est aussi aider des communautés, aider des gens qui sont dans les problèmes. Et moi, je suis venu comme ça dans ce métier en 2005, après l'université, en 2005. Et puis voilà, j'ai dit aux gens, c'est un virus. C'est un virus, quand il t'atteint, parfois, bon, un virus, il peut partir, mais il est très difficile de s'en sortir. En fait, je veux dire de quitter, quoi. Parce qu'on prend, comment on appelle, on prend le goût, il y a l'amour d'aider l'autre, d'aider le prochain, qui fait que on reste dans ce métier malgré ses risques. Pour la petite anecdote, souvent, ma femme me pose la question, mais malgré tous ces problèmes, pourquoi tu restes? Je dis, moi-même, je ne sais pas. D'accord. Merci. Vous, alors Niagale Bakayoko, vous avez une autre forme d'engagement, l'engagement par la recherche, la science, qui est une autre forme d'engagement différente de celle de Binta et Drissa. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi comme forme d'engagement et comment on arrive à cette position, à cet engagement? Merci Ousmane. Oui, alors moi, mon métier est très différent. Mais ce qui est important, et Drissa l'a un peu suggéré, c'est de savoir qu'on travaille tous, en fait, y compris avec les journalistes, hein, parce que Ousmane modère la session, mais c'est aussi un acteur très engagé, qui est exposé aussi, il faut le savoir, hein, quand on a une parole publique, on l'est aussi, et qui s'engage aussi à sa façon, à travers son métier, pour la paix. Donc on travaille tous de manière complémentaire et c'est essentiel pour arriver à faire progresser ces causes, en fait. Hein. Il est impossible, particulièrement aujourd'hui, de rester confiné à sa sphère professionnelle. Et particulièrement dans mon domaine, qui est le domaine académique. Donc moi, j'ai une formation universitaire. Hein. J'ai fait un doctorat de sciences politiques en relations internationales à Sciences Po. Et qui portait sur les questions de sécurité au départ, pas sur les questions de paix. Il portait sur les politiques de sécurité françaises et américaines en Afrique de l'Ouest. Donc il n'était pas question d'un engagement en faveur de la paix à ce moment-là. Mais quand on travaille sur la façon dont sont élaborées, mises en œuvre et perçues les politiques de sécurité, on doit bien entendu s'intéresser aux environnements, notamment conflictuels, dans lesquels elles sont mobilisées. Et donc, moi, j'en suis venue à étudier les conflits de la région ouest africaine, qui étaient différents de ceux qu'on voit aujourd'hui. À l'époque où je faisais ma thèse, hein, moi, j'ai travaillé sur les conflits de ce qu'on appelle la rivière Mano, donc c'était le Libéria, la Sierra Leone, ensuite la Côte d'Ivoire, la Guinée. Et je me suis aperçue que quand on travaille sur les conflits, il y a deux types de cadres théoriques, méthodologiques, enfin il y en a beaucoup plus que ça, mais en tout cas au moins deux, pour aborder ces questions. Il y a les war studies, donc les études sur la guerre, et les peace studies, vraiment au sein de l'université. Et il m'a semblé que l'évolution des types de conflits qu'on voyait rendait très pertinent certains des instruments mobilisés par les peace studies. Il y en avait un, notamment, vous avez dû en entendre parler, hein, c'est le concept de sécurité humaine, qui considère que la sécurité au sens traditionnel du terme, qui est toujours d'ailleurs, exclusivement centrée sur le recours à l'instrument militaire, ce qu'on appelle en anglais la hard security, ne permettait que de comprendre et surtout que de trouver des solutions partielles pour répondre au conflit.
et qu'il y avait une approche qui était beaucoup plus large, celle qu'on appelle la sécurité humaine. Si vous avez assisté à la conférence introductive hier de Bertrand Badi, il l'a mentionné, qui est fondée sur une approche beaucoup plus large, qui place notamment la personne humaine et non pas les seuls États au cœur de la réflexion. Voilà. Et moi, c'est un peu mon approche. Et quand on travaille sur des questions de sécurité centrées sur la personne, on ne peut que côtoyer justement des militants de la paix, des militants des droits de l'homme, et on se rend compte que l'on peut aussi contribuer à faire progresser ces causes à travers la restitution de connaissances et la diffusion d'un savoir qui se veut non pas neutre, parce qu'il y a toujours des biais, c'est-à-dire que chacun a quelque part une approche qui lui est propre, mais en tout cas un savoir qui se veut le plus honnête, le plus rigoureux, le plus recoupé, le plus vérifié possible. Et je pense que dans le contexte actuel auquel vous êtes particulièrement exposés, auquel nous, notre génération, n'a pas été exposée comme vous l'êtes, de ces fameuses fake news, de ce fameux environnement d'affrontement informationnel, être en mesure d'accéder à des sources qui se veulent honnêtes, qui ne sont pas là pour promouvoir une idéologie ou faire de la propagande, c'est très important, et c'est pour ça que le métier de chercheur ou d'universitaire reste très important pour traiter de ces questions-là. Il n'est pas sans risque, enfin on est beaucoup moins exposé, très peu exposé par rapport à des personnes comme Drissa ou comme Binta, voire comme Ousmane d'ailleurs, mais il faut savoir que moi, notamment les terrains sur lesquels je travaillais, pour aller chercher les informations que j'analyse au plus près des acteurs concernés, donc il s'agissait du Mali, du Burkina Faso, du Niger, il devient quasiment impossible pour moi et mes collègues de faire notre travail dans ces environnements conflictuels. Merci, je vais donner la parole à François, mais juste une question parce que je suis curieux. Est-ce que dans la salle, il y a quelques-uns parmi vous qui ont des formes d'engagement, j'imagine? Non? Il y a quelques-uns qui doivent... Vous deux? Je vous donnerai la parole après François pour témoigner si vous le voulez bien, parce que je pense que c'est important, comme c'est un atelier, d'entendre les jeunes nous raconter leur forme d'engagement aussi. François, qui est engagé pour une ONG, donc organisation non gouvernementale. Alors, vous pouvez nous expliquer quel est votre parcours et en quoi consiste votre forme d'engagement au sein d'une ONG comme ACTED? Merci Ousmane. Alors pour tout vous dire et pour rebondir sur les termes passion et vocation, alors moi je viens du fin fond d'un village normand à la base, okay, donc en effet miroir, c'est ça exactement. Mais il y avait toujours ce désir de vouloir accompagner l'autre. Je plaçais l'humanitaire vraiment sur un piédestal en disant ce sont des gens ultra diplômés, je ne pourrais jamais y arriver ou rentrer dans ce secteur. Et il se trouve que je suis formé en ingénieur en génie civil à la base, d'accord, donc je ne viens pas du tout de ce secteur, mais je travaillais à l'époque au Tchad pour faire des routes. Donc je disais, je contribuais modestement à l'effort de développement du pays en désenclavant certaines régions et en faisant quelques milliers de kilomètres de route. Et au cours de ce parcours, on se met justement à rencontrer des personnes et on voit différents types d'engagement. Et à ce moment-là, j'ai rencontré donc des personnes d'ACTED à l'époque qui me disaient, mais en fait, des personnes en génie civil, on en a besoin également, notamment en Centrafrique, où il y a eu, c'était à l'époque en 2014-2015, on sort d'un énorme conflit dans la capitale, dans la ville de Bangui elle-même, où les populations ont dû se déplacer de leur quartier et étaient déplacées sur l'aéroport de la ville, d'accord, qui était à quelques centaines de mètres de leur quartier, mais les conditions étaient rendues impossibles et les quartiers avaient été entièrement rasés. Et donc on m'a demandé d'y aller et d'essayer de reconstruire ces maisons. Là où ça a dépassé justement ses fonctions, et c'est aussi une des beautés de ce métier, c'est qu'il a fallu travailler sur les causes de ce conflit. On était sur un conflit donc, entre deux factions qui s'appelaient les Anti-Balaka et les Séléka,
qu'on résumait à une connotation fortement religieuse, d'accord, mais qui avait beaucoup d'autres facteurs. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté la construction et pendant 18 mois, on a fait de la médiation avec ces communautés. Donc justement, avec des acteurs liés aux droits de l'homme, en mettant tout le monde autour de la table, donc en allant contacter ces personnes, les personnes des deux groupes, les personnes des autorités locales, les autorités nationales. À l'époque, il y avait différentes forces armées qui essayaient de maintenir une certaine sécurité dans le pays. On les a invités également à la table. Et donc, on a posé la question sur la première session. D'accord, maintenant, tout le monde a accepté de se rencontrer. Qu'est-ce qu'on fait? Et cette question de qu'est-il possible de faire? Je ne parle même pas de la question du vivre ensemble, mais de est-ce qu'il est possible d'envisager de lancer des actions ensemble? Et derrière, pour pouvoir revenir à ces actions de plaidoyer, a été très important. Ça a pris énormément de temps, mais ça a fonctionné. On a réussi à faire revenir des populations dans les quartiers, à remettre des communautés qui étaient différentes entre elles, et à nous, donc du coup, à notre modeste niveau, de résumer un accès aux services de base, etc. Ce petit exemple, alors, l'avantage, c'est que il y a toute une multitude de situations, parce que on s'ouvre sur beaucoup de pays différents, donc il y aura beaucoup de contextes différents, d'accord. Ça fait 10 ans moi, que je travaille dans l'humanitaire, j'ai fait à peu près une dizaine de pays, justement. Certains, on reste plusieurs années, mais parfois on va être projeté sur des réponses très très courtes, après un ouragan, après... vous avez tous vu les inondations qui ont eu lieu en Libye. On a des équipes qui sont sur place actuellement, qui ont fait une réponse juste pendant 3 semaines là-dessus. Au Mali, actuellement, on envoie des équipes juste pour faire des réponses sur les déplacements des populations. Mais donc tout ça pour dire, il faut qu'il y ait cet engagement parce qu'on refuse de rester les bras croisés. Et c'est pour ça, en quelque sorte, on est dans une forme de résistance et d'engagement. On ne veut pas être un complice silencieux, mais on veut prendre action et se joindre à toutes ces personnes qui font des efforts absolument immenses. Et il faut rendre hommage vraiment à toutes les personnes qui sont engagées sur ces différents pays et qui s'exposent parfois très directement à des risques très importants. Ils ne le font pas pour le salaire, ils ne le font pas pour être reconnus, ils le font simplement parce que c'est quelque chose qui émane d'eux et c'est vraiment une passion là-dessus. Et donc si vous avez l'envie de vous intéresser à ça, on peut vous garantir que vous rencontrerez des personnes absolument extraordinaires. Merci François. Je vais passer à la salle. Si vous avez envie juste de nous dire pour quelle organisation vous êtes engagé et comment, quelle démarche, avant de passer à non, je crois qu'il y en a, et nous dire où vous êtes, se présenter. Vous êtes de quel lycée d'abord ou de quel Du lycée Flaubert à Rouen. D'accord. Et vous êtes engagé comment, où? On a une association de l'UNICEF au lycée et on s'engage, on fait des actions, on récolte de l'argent, on fait des ventes de gâteaux et on récolte de l'argent qu'on redonne à l'association UNICEF France. Et l'UNICEF, c'est l'association c'est l'association de protection de l'enfant et c'est une branche des Nations Unies. Voilà. D'accord. Et vous le faites, vous 3, c'est ça? 4? Oui, c'est ça. D'accord, voilà une forme d'engagement pour la paix. Alors, bravo, hein, d'autant plus que l'UNICEF a besoin, c'est des ONG qui ont toujours un manque de fonds pour aider les enfants partout dans le monde. Et il faut le savoir, il n'y a jamais eu autant cette année que de drames et de réfugiés. Vous avez sans doute vu au Maroc, en Libye, au Soudan, des millions de réfugiés, dont des enfants, donc bravo. Est-ce que vous avez des questions pour Binta, Drissa, Niagalé ou François? Qui veut se lancer Qui veut se jeter à l'eau? Oh, je rigole. Oh. Ah. Question. Profitez-en, hein, parce que vous avez de grands engagés professionnels. C'est plutôt une question pour vous. C'était pour savoir, vous, votre parcours. Moi pour arriver, oui. L'arroseur arrosé. Mais moi, je suis modérateur, moi. Je pose les questions.
Moi, j'ai fait une école de journalisme au Sénégal, après le bac. Et en fait, bon, au départ, pour être honnête, je ne suis pas comme certains d'ici où c'était un truc de jeunesse. Non, moi, je voulais faire du journalisme, faire du journalisme sportif, faire du foot, tout ça, pour être honnête. J'ai commencé par ça. Et très vite, j'ai été rattrapé par, comment dire, par le malheur du monde, quoi. Je me suis mis à couvrir des choses qui ne relevaient pas du sport. Donc les conflits, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué quand je démarrais il y a quelques années. Très vite, dans mon pays, le Sénégal, il y a eu un drame qui s'appelait le naufrage du Joola, et j'ai vu 3000 personnes mourir sur des négligences. Et moi, j'étais jeune, je commençais, et c'était tombé sur moi parce que ce jour-là, il n'y avait personne, donc j'ai dû aller voir des cadavres à perte de vue et tout. Oui, ça a été le déclencheur. Après, je me suis mis plutôt, j'ai arrêté un peu le sport, et je me suis mis à m'intéresser aux conflits. C'est en couvrant les conflits, en essayant de comprendre en tant que journaliste leur dynamique, qu'est-ce qui les sous-tend, que je me suis retrouvé engagé, parce que au fond, c'est le reflet aussi d'injustice, c'est le reflet de malgouvernance, c'est le reflet d'accaparement des ressources par quelques personnes. Moi, mon engagement s'est construit comme ça, en étant journaliste, honnêtement, au début parce que je faisais du sport, j'aimais beaucoup le sport, mais très vite, en couvrant les conflits, je suis arrivé à être un acteur. Parce que, franchement, je pense qu'on ne peut pas être indifférent en couvrant les conflits, parce qu'on voit des choses horribles, et tous, on a une petite conscience comme ça qui nous révèle. Alors moi, je vais vous poser une question. Vous êtes engagé pour l'UNICEF aussi? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez faire après, plus tard? Vous envisagez de transformer cet engagement comme des Binta, des Drissa, des Niagalé ou François? Ou pas du tout? Non, je ne compte pas en faire mon métier, mais j'espère pouvoir toujours garder une forme d'engagement, même si plus tard, ça va être la voie principale de ma vie. D'accord. Si vous voulez, vous pouvez leur mettre une question aussi, hein. Pour être égalitaire. Allez-y. Moi, j'avais une question à propos de vos métiers. Est-ce que vous êtes beaucoup en contact avec les gouvernements des pays dans lesquels vous travaillez? Très bonne question. Qui veut? Drissa? C'est une très bonne question. Et il faut rapidement dire que sans le gouvernement, on ne peut pas faire notre travail, parce que on intervient sur des terrains, on intervient sur des territoires qui sont gérés, bien sûr, par les gouvernements. Et donc, prime abord, nous sommes obligés, nous sommes obligés de travailler avec le gouvernement d'une manière ou d'une autre. Mais il faut aussi préciser que travailler, bien sûr, en collaboration avec le gouvernement ne veut pas dire travailler pour le gouvernement. Parce que, oui, je prends l'exemple de notre métier, et on fait du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est pour tenter d'influencer des politiques et des pratiques pour l'amélioration d'une situation bien donnée. Et le plaidoyer, c'est fait à l'endroit des décideurs. Et au niveau des décideurs, nous avons les décideurs nationaux, qui sont les autorités nationales, le gouvernement, l'Assemblée, etc. Nous avons les décideurs internationaux, qui sont par exemple les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, etc. Donc, et sans eux, on ne peut pas amorcer ce changement. Et sans nous aussi, il est difficile aussi que certains changements puissent intervenir. Donc le gouvernement fait partie de nos interlocuteurs privilégiés, mais il faut aussi vous dire ici que parfois on n'est pas en confrontation, mais il y a des incompréhensions et des conflits. Parce que tout travail de défense des droits de l'homme suscite bien entendu des incompréhensions. Par exemple, si en France vous dénoncez des exactions commises à l'occasion des violences policières, oui, parfois vous avez les répliques du gouvernement. Et c'est la même chose chez nous, quand vous dénoncez des exactions commises par les forces de défense et de sécurité, et le gouvernement se lève pour effectivement se défendre. Et là, souvent, ça amène des conflits, mais bon, parfois des conflits qui durent pas longtemps. Mais actuellement, au Sahel, notre travail est très difficile parce que les relations sont tendues avec le gouvernement,
parce que les contextes au Sahel deviennent de plus en plus très, très sensibles et hostiles au travail de défense des droits de l'homme. Quelqu'un veut répondre? Binta? Oui, donc je rebondirai sur ce que mon collègue Drissa vient de dire sur la question sahélienne et la difficulté de travailler aujourd'hui avec des gouvernements sahéliens. Vous devez le savoir, on a quand même 3 pays aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, qui ont vécu des coups d'État. Donc suspension de la Constitution, arrivée de militaires au palais. Et les défenseurs des droits humains, les journalistes, toutes les personnes qui dénoncent, on n'est pas la bienvenue. On assiste aujourd'hui vraiment à un rétrécissement de l'espace civique. Certains de nos collègues sont traqués. Même nous qui sommes à l'étranger, on est quand même dans leur viseur. Quand vous dites traquer, par exemple, vous pensez à quelque chose, à un exemple? Traquer, c'est qu'on a des collègues aujourd'hui qui ont été menacés d'enlèvement. Il y en a qui ont subi des enlèvements, une pression sur leur famille, et puis on essaye de tout mettre pour nous faire peur, pour que nous-mêmes, on s'auto-censure. Et si cette autocensure ne fonctionne pas, on passe à un autre palier qui est l'enlèvement. Aujourd'hui, il y a des cas d'enlèvement où des personnes arrivent encagoulées dans les familles et partent avec un défenseur des droits humains, un journaliste ou un activiste qui est en train de dénoncer ce qui se passe actuellement au Sahel. Et certains d'entre nous autour de ce panel ont vécu ça, que ce soit Drissa, que ce soit moi-même, qui ai pris la parole sur un interview sur RFI. Je me souviendrai toujours de cette date, le 3 décembre, où je dénonçais, suite à un coup d'État qui était arrivé au Burkina Faso, donc l'arrivée des militaires, qui proposaient d'aller recruter 90 000 civils à qui ils donneraient des armes pour lutter contre le terrorisme. J'ai fait mon travail d'interpeller sur le danger de donner des armes à des civils, parce qu'on a bien vu, par le passé, on a vu que quand on donnait des armes à des civils, c'était des règlements de compte entre voisins. Donc je n'ai fait que interpeller. La journaliste RFI, qui est très professionnelle elle aussi, n'a fait que son travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les heures qui ont suivi la diffusion de cette interview, on a assisté à la suspension d'RFI au Burkina Faso. Et s'en est suivi France 24, récemment le journal Jeune Afrique en ligne aussi, qui est en train de dénoncer ce qui est en train de se passer sur le terrain, le mécontentement de certains militaires qui s'opposent en fait que l'armée burkinabé, qui est déjà en difficulté sur le terrain, sur la question sécuritaire, propose d'envoyer une partie de son armée aller aider la junte du Niger. Donc c'est toujours suite à ces interpellations dans le cadre de notre travail qui fait qu'on est traqué, nos familles sont suivies. Et avant, c'était délimité géographiquement sur le terrain. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est même au niveau international, du fait de l'implication de nouveaux acteurs, notamment les acteurs russes, qu'on trouve partout, et aussi d'autres acteurs que vous avez sûrement dû entendre parler, ce que moi j'appelle ces pseudo-panafricanistes qui revendiquent une Afrique autre et qui aujourd'hui, nous sommes tous dans leur viseur. Donc voilà, c'était vraiment pour rebondir sur cet aspect-là aussi. Merci. Sur le rôle des gouvernements, Niagalé, puis François. Oui, donc merci. C'est une question essentielle qui est celle qui, quelque part, gouverne au quotidien la façon dont on doit se positionner dans nos métiers différents. Il y a plusieurs types d'approches. Moi, je dirige un centre de recherche, enfin un think tank, qui travaille véritablement sur la gouvernance qu'on espérait démocratique et qu'il est de moins en moins, mais enfin la gouvernance du secteur de sécurité. Quel est le rôle des différentes forces, soit militaires, soit policières,
et des acteurs qui sont censés les contrôler. On vit dans une démocratie aujourd'hui, comme vous le savez, des policiers, des militaires ne font pas n'importe quoi parce qu'il y a un parlement, parce qu'il y a des ministres civils qui déterminent leurs interventions. Et nous, on a toujours plutôt essayé de faire notre travail d'analyse en coopération avec les acteurs et pas en confrontation. C'est-à-dire que quand on travaille sur les questions de sécurité, il y a différentes façons de dénoncer, ou si ce n'est de dénoncer, en tout cas de mettre en relief les défaillances dans le domaine de la sécurité. Et il y en a une qui peut être celle qui est souvent d'ailleurs, qui s'impose, celle de la coopération avec les acteurs gouvernementaux, parce qu'il est très important de recueillir leurs paroles aussi. L'État reste, même avec une souveraineté parfois limitée, ça reste un acteur central. Et donc c'est très important justement de donner aussi la parole et de connaître quelle est la position officielle. Hein. Donc ça c'est très important. Mais il est devenu très très difficile de continuer à faire ce travail de la façon dont je l'ai toujours fait pendant 15, 20 ans. Et on a vu apparaître, alors on parlait des réseaux sociaux ou des expressions, parce qu'on s'exprime tous publiquement hein, aussi dans les médias, un phénomène qui, je pense, nous a tous frappés, hein, et on en a tous été les victimes à un titre ou à un autre, avec des attaques extrêmement violentes sur les réseaux sociaux, notamment, hein, parce que voilà, on poste d'abord nos travaux sur les réseaux sociaux, mais on essaie de diffuser aussi ceux des autres, qu'il s'agisse d'articles, qu'il s'agisse d'études. Et donc des prises à partie d'une violence incroyable, alors évidemment, hein, qui est bien moins difficile à affronter que lorsqu'il y a une menace physique. Mais enfin, être pris à partie à travers des insultes très racistes, hein, c'est intéressant de le mentionner, qui viennent d'Africains. Hein, le nombre de fois où je me fais traiter de négresse de maison, enfin, si des Blancs se permettaient d'utiliser ce mot, hein, oui, voilà, c'est un peu plus oui, exactement. On se censure au moins, alors que là, il y a une libération de la parole au cours des 2 dernières années, qui est due en effet hein, aux prises de pouvoir par les armes, à la mise en place de partenariats avec certains acteurs internationaux, notamment pour ce qui concerne le Mali, la Russie, qui nous a parfois, enfin moi même à titre personnel, hein, pu m'amener à m'auto-censurer ou à me dire bah non, aujourd'hui je vais pas aller m'exprimer dans un média, j'ai pas envie de me faire insulter pendant 3 jours, et puis voilà. Et après donc ce n'est que pendant 3 jours entre guillemets, mais on se trouve en tout cas confronté à cette question de savoir si on veut rester engagé ou si bon bah, finalement on peut le faire à titre bénévole aussi comme vous le dites, enfin si on veut continuer à faire ce métier de cette façon-là. Oui, alors effectivement, donc pour reprendre la question de base, on est de toute façon toujours invité par les gouvernements. Si un gouvernement ne nous veut pas dans le pays, on ne pourra pas mener d'action, d'accord ? Cas du Maroc, par exemple, très récemment, Acted n'est pas présent au Maroc. Il y a eu la réponse tremblement de terre. On a envoyé une équipe faire une évaluation, on a discuté avec les autorités, ils nous ont dit on n'a pas besoin de vous. Bon, bah, très bien, on s'en va, pas de souci. Maintenant, sur certains pays, et donc pour reprendre l'exemple du Mali, du Niger et du Burkina, alors on a évidemment les autorisations délivrées par les gouvernements et Acted étant une ONG d'action, d'accord, pas une ONG de plaidoyer, on a la chance de ne pas forcément être exposé publiquement. On a même d'ailleurs tendance en fait à se cacher un peu pour éviter d'avoir à se justifier, pour éviter d'avoir les prises à partie que les copanélistes auxquels les copanélistes font face. Simplement, une des tendances, c'est qu'on voit effectivement des travailleurs humanitaires d'Acted ou des autres ONG qui sont sur le terrain, qui sont maintenant pris à partie par alors les forces de défense et de sécurité, très typiquement, donc une émanation du gouvernement, d'accord. Donc on se retrouve dans une situation où le gouvernement nous délivre une autorisation, mais en fait on va sur un certain terrain et on va se retrouver soit, alors on va essayer de ce qu'on appelle négocier des accès, donc discuter avec les autorités pour demander à pouvoir porter
une action sur un village ou quoi, mais ça peut maintenant de plus en plus malheureusement dégénérer soit en une arrestation, donc avec un contrôle des papiers, de toutes vos autorisations, etc., voire des détentions, d'accord, qui peuvent se prolonger. Jusqu'ici, on en reste là. De la part des gouvernements, je rappelle également qu'on a quand même des groupes armés sur tous ces pays et on est exposé à une autre forme de violence. On pourra peut-être en parler après. Mais par contre, sur la forme des autorisations avec les gouvernements, on est beaucoup plus dans un dialogue de va-et-vient maintenant, où nous, on essaye de maintenir au maximum. Simplement, vu qu'on défend une certaine vérité des faits qui sont sur le terrain, on se retrouve aussi du coup mis en porte-à-faux par les gouvernements qui vont essayer de dire mais non, la situation va bien, va bien. Oui, mais alors écoutez, dans ce cas, pourquoi on a fourni une assistance à 30 000 personnes déplacées? Donc ça devient effectivement de plus en plus compliqué, pas seulement quand vous vous exprimez en public, mais aussi pour tous ces travailleurs, toutes ces travailleuses qui sont simplement en train d'essayer de délivrer une assistance. Donc c'est vraiment une tendance des dernières années là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, une question par là. Merci. Alors, c'est pas une question. Excusez-moi, c'est quoi votre lycée? C'est le même? Alors non, justement. Ah oui, on change de lycée, c'est bien. L'engagement de notre lycée. Alors moi, nous, toute cette branche de chaises-là, on représente le lycée Marc Bloch dans l'Eure. Et l'année dernière, un événement, si je pourrais appeler ça comme ça, a été organisé avec la collaboration de l'administration, des professeurs et des élèves. Et on a organisé une collecte pour notamment les tremblements de terre en Turquie, pardon. Et donc on a réussi à récolter 1000 euros. Ah oui, c'est bien, vous êtes riche, comme vous savez. Qu'on a pu déverser à différentes associations pour qu'ils puissent aider à leur hauteur les habitants des régions touchées. Donc c'était juste pour dire ça et pour... donc voilà. Bravo, c'est très bien. Ça va être... Un autre témoignage, contribution ou question. Même si vous n'avez pas de questions, vous pouvez dire les actions que vous avez faites dans vos lycées. Il y a ceux qui s'engagent bénévolement, on a compris. Est-ce qu'il y a parmi vous qui envisagent ou qui réfléchissent plus tard de travailler dans l'humanitaire, les ONG, la défense des droits de l'homme? Ah, monsieur. Alors moi, c'est pas forcément dans des ONG ou quoi, mais ce serait... Quel lycée? Pardon, Claude Monet, au Havre. Au Havre. Et moi, ce serait plus dans l'armée. Alors, je voudrais savoir, c'est... L'armée, moi, je vais pas engagé pour la paix. Oui, c'est ça, vraiment. Je viens m'engager pour la paix, pour combattre au nom de la paix. Mais j'aimerais savoir comment les ONG et les aides humanitaires sont positionnés vis-à-vis de l'armée. Comment ils agissent ensemble, en fait. Très bonne question. Qui veut répondre en premier? Allez, François. Je vais me permettre de commencer sur celle-là parce que, c'est une question très très intéressante et elle est d'autant plus intéressante parce qu'en fait, des acteurs armés et des acteurs humanitaires vont se retrouver sur les mêmes théâtres, d'accord, donc sur les mêmes zones d'opération, simplement pas forcément à faire la même chose. Donc, évidemment, pour rappeler juste un principe, les ONG, les acteurs humanitaires ne portent jamais d'armes, d'accord. Niagalé parlait tout à l'heure des études de paix, des études de guerre. On va dire que dans un acteur militaire est vraiment là en acteur de paix. Les armées vont être parfois forcées d'avoir recours aux armes et donc d'être impliquées dans des guerres là-dessus, pour faire très simple. Maintenant, vu qu'on intervient sur les mêmes zones, et si on veut vraiment regarder à la stabilisation d'une zone affectée par un conflit, d'accord, il y a toujours un tempo militaire ou conflictuel, donc que ce soit deux groupes armés entre eux ou un groupe armé contre des forces ou de forces régulières. Sur ce tempo-là, ça va être généralement donc, du conflit très actif. On va devoir, nous, se retirer ou être en dehors de la zone
Donc on va monitorer ce qu'il se passe, d'accord, pour juste être sûr que nos équipes vont bien. Une des tendances des acteurs humanitaires au cours des dernières années, c'est de se rapprocher au plus possible de ces zones-là et de ce timing-là pour pouvoir apporter une assistance juste derrière la fin des conflits. Ça nous expose parfois du coup à nous retrouver justement au cœur même du conflit. Prenons l'exemple du Soudan, prenons l'exemple Niger et Mali sont des très bons exemples. Au Mali, à l'heure actuelle, on a un conflit installé dans le nord du Mali. On a des équipes qui sont au milieu de ces acteurs armés et qui doivent du coup négocier ça. Maintenant, comment l'interaction se passe entre les militaires et les humanitaires? On essaie d'avoir une certaine forme de coordination qui va être institutionnelle, d'accord? Donc on va essayer d'y aller ensemble, qui dépend bien évidemment des velléités personnelles des acteurs sur place. Parfois, on n'aura juste pas la possibilité de parler. Mais on essaie au moins de se coordonner pour être sûr de ne pas être au même endroit au même moment. On essaie également de coordonner nos actions. Certains acteurs militaires ou certains gouvernements, je vais reprendre l'exemple du Mali, vont parler d'actions civilo-militaires qui sont des actions faites par des militaires pour essayer de développer certaines parties du pays. Alors, il y a beaucoup à dire sur tout ça. Ça se rapproche énormément des actions humanitaires, d'accord? Nous, on plaidoie énormément pour qu'il y ait une distinction très claire de ces actions par rapport à des actions militaires pures. Parce que le but de l'action civilo-militaire menée par des militaires va pouvoir être pour de la communication ou pour de la propagande ou pour pousser un agenda gouvernemental, d'accord? Nous, on intervient seulement sur la base des besoins et afin d'assurer notre sécurité et la neutralité vis-à-vis de tous les acteurs, il est très important qu'on soit différencié. Donc c'est une question très intéressante, c'est une question très complexe. J'espère avoir donné 2-3 éléments et je suis sûr qu'il y aura d'autres. Tu as quasiment tout dit, mais je veux bien compléter parce que cette question de la coopération sur le terrain, dans les zones de conflit entre militaires et humanitaires, est au cœur d'une littérature, je dirais, sans fin au niveau académique, parce qu'il y a des principes internationaux très importants, hein, notamment ce qu'on appelle les conventions de Genève, qui réglementent qui portent sur le droit des conflits armés. Il y a notamment ces fameux principes de neutralité et d'impartialité propres à l'acteur humanitaire, alors que, bien entendu, l'acteur militaire, lui, intervient forcément au profit d'une des parties au conflit, hein, soit au nom de son propre État, qui combat des groupes armés ou d'autres forces étrangères, soit au nom d'un partenariat, d'une assistance militaire et technique qui est dispensée. Il faut savoir que les engagements humanitaires, qui sont ceux des forces armées, qui sont ceux des militaires, créent beaucoup de frictions, hein, enfin, tu dois le savoir mieux que moi, et qu'au-delà des vocations, tu parlais de propagande ou de communication sur les cas, les ACM, donc il y a une doctrine, chaque armée est dotée de ce qu'on appelle une doctrine ACM, Action Civilo-Militaire, ou côté anglo-saxon, Civil Military Action, qui a pour vocation officielle la protection de la force, et j'y crois, la protection de la force, c'est-à-dire qu'on considère que mener des actions au profit des populations, en construisant des puits, en dispensant des campagnes, enfin en mettant en œuvre des campagnes de vaccination, en organisant aussi des matchs de football avec les populations locales, contribue à protéger la force armée parce qu'elle développe des actions de confiance. Et c'est une pratique à laquelle les acteurs humanitaires sont généralement assez opposés. Drissa? Oui, très rapidement, juste pour compléter, l'un des actes de coopération entre nous et les acteurs armés, et notamment les militaires, même aussi les groupes armés, c'est la formation en droit de l'homme et en droit international humanitaire. Et je pense que dès que vous mettrez en tout cas pied dans une école militaire, la première des choses, c'est
l'enseignement en droit de l'homme et en droit international humanitaire. C'est pour vous enseigner un peu le droit de conflit armé, parce que tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis en période de guerre. La guerre, elle est réglementée. Et donc, ces principes doivent être enseignés à tous les militaires pour épargner les civils ou ce qu'on peut appeler les non-combattants. Voilà, les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus au conflit, notamment les prisonniers de guerre, les civils, les prisonniers de guerre, les médecins, les humanitaires, etc. Donc, en aucun cas, ces catégories de personnes ne doivent être prises à partie par les entités armées. Et nous, quand on parle d'entités armées, il n'y a pas que l'armée, régulière. Et quand il y a un conflit, surtout dans le contexte aujourd'hui africain, il y a ce qu'on peut appeler les conflits armés non internationaux, qui opposent l'État à un groupe rebelle ou à un groupe armé quelconque. Et quand on fait de la protection, que ce soit de l'humanitaire ou des droits de l'homme, nous sommes obligés de coopérer avec les différentes entités. Parce que sans la coopération avec les différentes entités armées, on ne pourra pas protéger les populations. Donc, comme je l'ai dit, l'un des BABA, c'est les droits internationaux humanitaires qui vous épargnent d'être dans les ennuis, parce que tout militaire ou tout acteur armé qui s'en prend à une population civile ou à un civil aura affaire à la justice et répondra effectivement de ses actes. Donc ça, c'est très important à signaler dans le cadre des interactions entre les militaires et nos organisations. Merci. Binta. Je pense que mes collègues ont déjà tout dit sur la question, sur votre question. Moi, je rajouterais juste par rapport à l'expérience du Sahel. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on dit, qu'on redit tout le temps. Le tout militaire ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné en Afghanistan. Il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne aussi au Sahel. Même s'il y a quand même un constat qui est là, qu'on s'acharne à ce que le tout militaire fonctionne en envoyant des armées étrangères, en recrutant des mercenaires, dans nos pays aussi en donnant des armes à des civils. Donc le tout militaire ne fonctionne pas. On est plus dans une démarche aujourd'hui d'une armée. Autant les armées qui arrivent pour aider dans ce conflit, proches des Sahéliens. Pareil, l'armée républicaine aussi doit être proche de sa population. Et pour rebondir aussi au témoignage du jeune homme avec son lycée qui a fait vraiment la collecte par rapport au tremblement de terre de Turquie, je pense qu'on aspire tous vers ce genre d'engagement, un sursaut en fait des populations, des peuples. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, l'effondrement des États, qu'est-ce qui reste en fait? Il reste de l'autre côté les populations, les peuples, et ici aussi les populations. Donc je pense que c'est ce sursaut qui arrivera à nous aider à aller vers la paix avec des solutions. Merci. Merci Binta. Qui a d'autres questions? Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aussi, si vous faites des actions dans vos lycées, en parler. Ou si vous envisagez, comme tout à l'heure la question, une carrière qui touche à tous ces métiers-là, vous pouvez poser, vous pourrez. Par là. Moi, c'était plutôt une question, et c'était à propos du statut des ONG. Parce qu'en France, on a la liberté d'association, mais comme les ONG, c'est quelque chose qui est reconnu de façon internationale pour justement pouvoir intervenir dans les États, comment ça se passe? Est-ce qu'une association peut devenir une ONG, ou est-ce que c'est vraiment un statut différent dès le départ? Qui veut répondre encore? Une très bonne question. Drissa. Alors, je ne serai pas absolu dans la réponse parce que vous êtes une ONG d'ailleurs. Oui, non, en fonction de la législation du pays. En France, je ne peux pas trop en parler, mais je sais que il y a dans tous les pays presque du monde, il y a ce qu'on peut appeler la liberté d'association, et qui permet à un groupement de personnes de former une association pour un but bien déterminé. Et l'ONG, c'est une étape aussi. Donc, il y a, au départ, dans beaucoup de cas comme au Mali, au départ, on crée une association, mais par la suite,
on transforme, on érige l'association en ONG. Et là, c'est beaucoup plus exigeant en termes de rapport avec l'État. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'accord cadre qui lie effectivement l'ONG à l'État et qui aussi oblige l'ONG même à fournir des rapports périodiques à l'État. Et tandis qu'une association n'a pas cette obligation légale, n'est-ce pas, dans son fonctionnement. Donc, les lignes de démarcation ne sont pas très nettes. Vous allez trouver qu'il y a même dans les langages courants, on fait la confusion. On dit c'est une association, c'est une ONG. Peu importe. Le plus souvent, c'est dans le mode de fonctionnement et dans le rapport entre l'ONG ou du moins entre l'association et les acteurs institutionnels. Le plus important, ça commence par une association d'abord. Merci. Kissal, vous êtes ONG ou association? Alors, Kissal, on est à la base une association. Pris en France, on est enregistré une association loi 1901 et on a le statut d'une loi ONG. 1901. Vous connaissez? Ah ben non. Allez sur Google alors. Ça, c'est vraiment la structure en France. Après, pour nos bureaux locaux, eux aussi sont enregistrés localement. Donc, ils sont régis par les lois qui se trouvent dans leurs États. D'accord. Donc, vous êtes une association? On est une ONG. ONG. En France, vous êtes une ONG? En France, on est une ONG. Et en Afrique, ça dépend du pays? Ça dépend des pays. On est le bureau du Mali a un statut d'ONG. Le bureau, tout dépend de comment l'équipe pays le gère. D'accord. François, vous êtes concerné aussi? Merci. Juste pour rajouter rapidement, alors effectivement, donc Acted, c'est une ONG, mais légalement c'est une association qui est régie donc du coup par cette loi 1901. Ce qu'on peut faire en France, c'est demander à être reconnu d'utilité publique. C'est au bout de 3 ans d'existence, et donc il faut passer certains critères qui permettent justement de justifier d'une certaine structure pour ensuite aller accéder à des fonds. On fait ça, alors évidemment, sur tous les pays où on est actif. On va d'abord aller chercher l'enregistrement. C'est ce qu'on est actuellement en train de faire. On vient juste d'avoir notre enregistrement pour le Bénin, par exemple, et on est en train de finaliser notre enregistrement pour le Togo. Dans certains cas très rares, on va pouvoir œuvrer dans un pays sans autorisation. Et ça va être par exemple dans le cadre d'une catastrophe naturelle où le gouvernement va faire une dérogation et va autoriser une présence temporaire. D'accord. Mais donc on est une ONG, mais alors légalement on est une association reconnue d'utilité publique en France. Et quand on travaille à l'étranger, on parle du fait qu'on est une ONG internationale basée en France. Vraiment très très rapidement. Oui, c'est très important de savoir que les cadres juridiques et les appellations varient bien sûr en fonction des pays, mais des zones linguistiques. Moi, le centre de recherche que je dirige est basé au Ghana, et nous, notre statut, c'est non-profit, c'est-à-dire une entité qui a évidemment de l'argent pour assurer le financement de ces activités, la rémunération contractuelle ou salariée, parce qu'il y a différents statuts de ces personnels ou des personnes qui travaillent pour elles, mais qui ne peut absolument pas s'enrichir dans ce cadre. Et ça, le statut de non-profit, il est très développé dans le monde anglo-saxon, beaucoup plus que dans le monde francophone, en fait. Merci, Niagalé. D'autres questions? Allez, monsieur. J'espère que tous les lycées ont pris la parole. C'est sûr? Bonjour. Bonjour. Quel lycée? Lycée André Malraux à Gaillon. Du coup, moi, j'avais une question pour Madame Binta. Donc, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez plutôt dans la coopération et non la confrontation avec les gouvernements. Du coup, j'aimerais savoir comment vous essayez concrètement de résoudre ces conflits si vous n'avez aucun moyen de pression sur ces gouvernements. Merci, c'est une très bonne question et puis c'est vraiment une question d'actualité. On n'a pas le choix que d'essayer de chercher par tout mécanisme de rentrer en contact avec les personnes qui dirigent le pays, même si on sait,
pour me répéter encore, que c'est des personnes qui sont arrivées par un coup d'État. On ne cautionne pas forcément un coup d'État. Mais si c'est ces personnes-là qui sont au palais, qui sont aux affaires, nous n'avons le choix que d'essayer de rentrer en contact avec eux pour rappeler certaines règles importantes, notamment la protection des civils. Et je sais qu'autour de ce panel, on a des collègues et on travaille actuellement sur ce sujet-là, notamment à la Coalition citoyenne pour le Sahel, que je présente rapidement. Donc la coalition, en fait, c'est une organisation informelle d'une 50aine d'organisations sahéliennes, d'Afrique de l'Ouest et aussi d'ONG et internationales. Et la nouveauté dans cette coalition, c'est vraiment l'implication très importante de personnes du terrain. Parce que ça, c'est très important aussi. On a souvent vu des coalitions, mais il n'y avait pas énormément de personnes du terrain. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est face à cet effet domino de coups d'État dans la sous-région, comment on fait? On ne peut pas continuer à bouder des personnes, enfin, entre guillemets, bouder des personnes, parce que c'est des personnes armées, l'armée républicaine qui est arrivée au pouvoir. Donc, il faut trouver des mécanismes. Donc, Niagalé, à travers son expérience dans le domaine de la sécurité, Drissa aussi, qui est membre de cette coalition. C'est une question aujourd'hui qu'on est en train de travailler. Comment on fait aujourd'hui, nous, société civile, comment on fait pour rentrer en contact avec ces personnes, pour délivrer les messages importants. Et toujours pour revenir sur cette coalition, la coalition vraiment, le message important de cette coalition où on interpelle les gouvernements, où on interpelle tout le monde qui se saisit sur cette question sahélienne, c'est de toutes les réponses qu'on apportera, il faut que la protection des civils soit au cœur de toutes les stratégies qui seront mises en place au Sahel. Et on tourne autour de vraiment quatre piliers importants que je trouve que... Mais je vous invite quand même à aller voir le site de la coalition citoyenne, hein, que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et donc les 4 piliers, c'est le premier pilier, la protection des civils. Ensuite, s'attaquer aux causes profondes. Qu'est-ce qui nous a fait arriver à cette situation sahélienne? Et il y a la question de l'humanitaire avec notre collègue. Comment on fait pour que les humanitaires, malgré cette crise, continuent à avoir accès aux populations. Et il y a le dernier pilier qui est de lutter contre l'impunité. Si on ferme les yeux sur tous ces exactions, tous ces enlèvements, toute cette injustice qui est en train de se passer au Sahel, nourrir l'impunité, c'est de pousser certains civils vers les groupes armés. Donc cette lutte antiterroriste, en fait, aura été contre-productive. Voilà, merci. Une autre question, remarque. Drissa veut dire un mot. L'un des leviers en matière d'interaction avec les États, c'est aussi de passer par les organisations sous-régionales ou régionales. Dans le contexte européen, la France est membre de l'Union européenne, il y a tous les mécanismes de l'Union européenne par lesquels les ONG peuvent passer. Et dans le contexte africain, nous avons l'Union africaine qui regroupe tous les États de l'Afrique. Et à ce niveau, nous avons des espaces pour faire du plaidoyer et faire passer des messages afin que la pression, c'est une pression intelligente, hein, que la pression soit exercée sur les États afin que ces États respectent leurs obligations contractuelles nées des différentes conventions internationales et régionales à ratifier. Je vous donne un exemple. Dans 2 semaines, beaucoup d'entre nous vont se retrouver à Arusha, en Tanzanie, parce qu'il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui constitue un espace pour rappeler les États à leurs obligations internationales et régionales. Ça, c'est un mécanisme. Et il y a aussi au niveau régional, dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, il y a la CEDEAO, même si elle est un peu critiquée, décrédibilisée, etc. Mais on essaie de passer aussi par ces institutions pour que une sorte de pression soit mise sur les États afin que ces États respectent leurs obligations contractuelles nées des conventions internationales qu'ils ont ratifiées. Donc, c'est jamais facile,
Mais c'est un travail de longue haleine parce que le changement, parfois, c'est très difficile de l'avoir, mais parfois, il faut compter sur la volonté politique. S'il y a la volonté politique de la part des dirigeants, on a une forte chance d'arriver à nos résultats. Mais quand il n'y a pas du tout de volonté politique, on dit souvent qu'on est en train de prêcher dans le désert. Merci. Alors, un dernier tour de questions, c'est le moment ou jamais. Allez-y. On ne vous entend pas. Est-ce que là c'est mieux? Oui, là c'est super. C'est bon. Je voulais savoir, je ne sais pas si c'est vraiment dans le sujet, mais en tant que secouriste, comment je peux faire pour, par exemple, aller aider dans les pays qui sont dans le besoin, faire des voyages humanitaires, apporter mes connaissances en soins aux populations qui en ont besoin? Qui peut répondre ou veut répondre? François. Alors, secourisme, c'est des compétences très particulières, mais qui sont effectivement très recherchées. Donc, il y a des ONG qui vont être spécialisées là-dessus. On va avoir Médecins sans frontières en France, sur lesquels vous pouvez vous engager de manière courte ou longue sur des missions. D'accord, que ce soit en réponse pure, ok, donc travailler directement dans un hôpital, qu'il soit d'urgence ou non, ou alors sur de la formation aux acteurs locaux. Il y a d'autres ONG qui font ça, d'autres nationalités. Il y a Emergency notamment, qui est une ONG italienne qui du même niveau de MSF, du même niveau de compétences. Après, au niveau notamment des Nations Unies ou alors des entreprises de déminage, on va avoir parfois des branches qui s'occupent de formation premier secours ou alors de soutien au centre de soins sur certaines zones. Sur les formations de déminage, ça va être beaucoup plus un volet formation. Au niveau des Nations Unies, ça va parfois être comme des gens dans mon secteur, par exemple, où les fonctions sécurité et sûreté vont être demandées également d'être formés en premier secours. Alors, sur les différents niveaux, bien sûr, on a le PSC1 en France, ensuite PSC2. Il y a un standard européen qui s'appelle le TECC, qui est le secourisme en milieu dégradé. Sur ces secteurs-là, ça va être directement des aspects de formation aux employés. Et donc, il peut y avoir plusieurs chemins vis-à-vis du secourisme. Il nous reste 5 minutes. Si quelqu'un a une dernière question, sinon je laisse chacun de nos intervenants conclure. Pas de questions? C'est sûr? Allez, bon. Binta, un mot de conclusion? Un mot de conclusion. C'est toujours dur sur tous ces forums de paix de conclure. Il y a tellement d'idées qui sont dites et tout. Conclusion provisoire. Oui, conclusion provisoire et souhait, parce que bon, j'ai déjà fait plusieurs forums de paix et tout. On se dit beaucoup de belles choses sur l'engagement. Je conclurai qu'il est vraiment temps de passer à l'action. Le thème de ce forum est vraiment applicable aujourd'hui sur de nombreux pays. Le moment est vraiment venu d'entendre la détresse de ces différents peuples. Et aussi, vous qui êtes dans cette salle-là, votre contribution est très attendue sur tous ces différents conflits. Donc, j'ai des notes d'espoir. Merci. Merci. Binta est vice-présidente de l'Observatoire Kissal. Peut-être Drissa de la FIDH. Je finirai par donner des conseils pour nos amis, pour ceux et celles qui veulent s'engager. C'est pas facile, là, mais il y a un certain nombre quand même de choses à savoir. Et d'abord, je pense que ça a été dit ici. Et pour s'engager, que ce soit dans les droits de l'homme, humanitaires, il y a un certain nombre de principes à observer. D'abord, il faut observer les principes d'impartialité, le principe et surtout d'objectivité, parce qu'on traite des infos, on interagit avec les gens. Et j'allais dire neutralité, même si, bon, parfois c'est un principe qui est à débattre. Et ensuite, il est important, si vous devez aller sur le terrain,
de vous imprégner des différents niveaux de contexte de ce pays, surtout si c'est en Afrique. Il y a les contextes historiques, il y a les contextes géographiques et surtout il y a les contextes culturels. Parce qu'il y a beaucoup de sensibilités, si elles ne sont pas connues par vous, et si vous ne faites pas attention, votre intervention sera un échec. Parce que vous allez être confronté à des acteurs qui sont très sensibles. Et le langage est important. J'ai l'habitude de dire, par exemple, chez nous, on peut dire à quelqu'un « Comment va ton père ?» Ça passe. Mais quand on dit « Comment va le mari de ton père et de ta mère ?» ça lui fait mal. C'est pour dire qu'il y a plusieurs manières de parler et le langage a une importance capitale dans les interactions avec la communauté. Donc, bref, s'imprégner du contexte, c'est une garantie. Je n'ai pas une garantie pour le succès, mais ça contribue forcément à atteindre les résultats de votre mission. Et je vous remercie encore pour cette opportunité. Merci. Niagalé. Oui, très rapidement. Alors là, bien entendu, on a parlé de l'engagement pour la paix en Afrique, mais la beauté de ce forum est, je pense, de nous donner à tous d'ailleurs, parce qu'on est trop souvent focalisé sur nos propres zones, une idée de toutes les détresses qu'il peut y avoir dans le monde, d'une part, mais aussi des enjeux pour la France elle-même. Moi, j'ai été très frappée hier par la présentation du jeune militant de Hong Kong qui a expliqué comment, en quelques mois, il a vu un pays où la liberté d'expression était comparable à celle de la France disparaître et craindre pour sa vie et pour sa propre sécurité. Jusqu'à l'exil en fait, à 22 ans, donc très jeune. Bon, ça, pour vous, je sais, ça fait déjà un peu vieux, mais enfin bon, c'est pas si loin, c'est pas si loin que ça. Donc l'engagement, il faut se rendre compte. Je pense que l'exemple d'Ousmane, qui a parlé de sa vocation à couvrir les questions sportives et qui a dû bifurquer parce qu'en effet, il a été rattrapé par les réalités du monde est très importante. Mais aussi, je pense que le témoignage que vous avez fait tout à l'heure en indiquant que l'engagement à titre bénévole était quelque chose qui comptait pour vous, c'est en effet quelque chose de très important. Et voilà, je vous engage aussi à vous consacrer à des causes qui vous dépassent individuellement, qui ont une vocation collective, quelle qu'elle soit, parce qu'on en tire aussi un grand motif de satisfaction. Alors effectivement, et donc pour rebondir là-dessus et pour parler de la thématique de ce sommet qui est sur la résistance, on espère vous avoir introduit quelques exemples aujourd'hui. C'était très intéressant aussi d'avoir justement quelques exemples que vous faites. Quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, mais qui est très important de comprendre, c'est que tout effort compte. Tout effort compte. C'est extrêmement important. Même si ça peut paraître petit, d'accord, ça va dans la bonne direction. Et ça, c'est quelque chose qui, si suffisamment de gens se mettent à le faire, d'accord, on peut avoir un effet boule de neige et on peut réussir à juguler le cours des événements. Ce qu'il est important, c'est justement de ne jamais renoncer, d'accord, et donc de s'engager volontairement, professionnellement, quel que soit le secteur dans lequel vous voulez aller, mais avoir cette idée d'engagement et ne jamais renoncer à faire un petit peu de bien autour de vous. Si déjà toutes les personnes dans la salle peuvent faire ça autour d'elles, eh ben on aura déjà une très très grande victoire. Si on arrive à faire ça de manière un peu plus institutionnelle, eh ben le monde, on l'espère, ira un peu mieux. Mais notre tâche est rendue d'autant plus difficile par l'inaction des gens. D'accord ? Donc souvenez-vous bien, et j'espère que vous prendrez ça avec vous quand vous partirez, tout effort compte. D'accord ? Donc chaque effort que vous ferez pourra aller dans cette direction. Merci beaucoup. Merci François pour cette belle conclusion. François Hérichère est directeur sécurité de l'ONG ACTED et non ACLED comme j'ai dit au début. Binta Sidibé-Gascon, vice-présidente de l'Observatoire Kissal. Niagalé, politologue et présidente du réseau de chercheurs ASN. Et puis Drissa Traoré. Drissa est chargée Sahel de la FIDH, une organisation internationale de défense des droits de l'homme. Merci à vos lycées, merci à vous et puis à très bientôt.